Il y en a qui meurent pour leur patrie, n'est-ce pas? Ouais. Ce ne sont pas des gens qui ont fait un mauvais choix. Ils ont choisi d'entrer dans l'histoire d'une façon ou d'une autre. Chacun de nous est libre d'écrire une page de l'histoire de la Guinée. C'est le cas de Billo et Fonike. Aujourd'hui, je leur rends hommage. Je leur rends hommage parce que c'est de grands hommes qui ont décidé de rentrer d'une certaine façon dans l'histoire de la Guinée. La Guinée en parlera, le monde en parle aujourd'hui. Prions qu'ils soient en paix. Amen. Partout où ils sont, Amen. que nous puissions les retrouver Amen. dans les meilleures conditions de santé, qu'ils puissent retrouver leur famille. C'est cela en fait, un pays. Tout ne peut pas être rose. 66 ans d'indépendance, quel enseignement. Ce pays, il m'attriste. Parfois quand vous partez d'ici, les gens vous disent « Mais pourquoi vous revenez? Pourquoi tu vas repartir là-bas ?» Je dis aux gens, c'est mon pays, c'est ma Guinée. Si je dois partir quelque part, j'irai peut-être pour étudier, j'irai peut-être en vacances, mais je reviendrai toujours chez moi, quel que soit ce qui s'y passe. C'est chez moi. Je dois jouer ma partition pour la Guinée. Ce que vous faites là, vous jouez votre partition pour la Guinée. Vous avez décidé peut-être de ne pas aller à un défilé. Ce n'est pas une façon de détester ceux qui sont là-bas. Eux, ils ont décidé de défiler. C'est ça la liberté. Personne ne doit condamner l'autre pour son choix. On peut ne pas appartenir à un même camp politique. On n'est pas des ennemis. Nous sommes tous Guinéens. C'est dans la diversité qu'on se construit. Il faut qu'on l'accepte de se construire dans la diversité. Le jour où on comprendra que c'est la diversité, cette pluralité qui fait la beauté de la Guinée, on ira de l'avant. On ira de l'avant. Et il faut qu'on le comprenne. Il faudrait que les jeunes le comprennent. Qu'on comprenne que l'adversaire politique, ce n'est pas de l'animosité. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a compris plus que les politiques. Nous, on s'entre-déchire, on se tue dans la rue, on se jette des pierres, on se bloque le passage. Les politiques, ils parlent dans le micro, ils se retrouvent le soir. Ils se retrouvent le soir, ils s'appellent entre eux. Il faudrait qu'on le comprenne. On peut se battre politiquement, faire de la mobilisation politique pour notre leader, c'est normal. Mais ne nous entretuons pas, parce que si nous nous entretuons, c'est la Guinée qui perd. Et si les jeunes s'entretuent, il n'y aura pas quelqu'un pour barrer la route aux imposteurs, aux prédateurs. Il n'y aura personne pour barrer la route aux dictateurs. Il faudrait que la jeunesse le comprenne. J'en viens au thème du jour. 66 ans d'indépendance, quel enseignement? J'ai commencé par dire, sommes-nous indépendants? Politiquement, personne ne peut nier la grandeur des hommes qui se sont battus pour les indépendances. Les hommes et les femmes qui se sont battus pour l'indépendance. Personne ne peut nier la grandeur de Sékou Touré, qui a été reconnu au plan mondial. Héros ou tyran? Est-il devenu tyran par la suite, suite aux multitudes de pressions? Parce que la France, elle n'a pas dormi après les indépendances. Et De Gaulle l'a dit, l'indépendance, vous la voulez, vous la prenez, dans les conditions que vous voulez, et la France en tirera toutes les conséquences. Et la France en a tiré toutes les conséquences. Nous l'avons ressenti à travers beaucoup de tentatives de déstabilisation. Et c'est ce qui a fait que par la suite, le pays est resté en autarcie. Pourquoi? Parce que Sékou Touré se sentait menacé. Cette menace qui planait, cette épée de Damoclès qui pesait sur sa tête, malheureusement, a eu raison de lui, a détruit l'homme, le grand homme qu'il a été, parce que la peur l'a envahi de sorte qu'il a eu peur finalement de tout le monde. Sinon, il est reconnu un peu partout dans le monde. J'ai vu sa photo au Bundestag allemand, quand vous partez au rez-de-chaussée, sa photo est là-bas. C'est parce que c'est quelqu'un qui a été reconnu au plan mondial. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette puissance, de cette aura qu'il avait quand il prenait la parole, du fait qu'il effrayait les autres? Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est là la grosse question. On a acquis l'indépendance avec une synergie d'action
de Sékou Touré, de tous les autres, Barry Diawadou, toutes les grandes personnes, toutes les grandes dames que vous avez connues, les Mbalia Camara qui ont perdu la vie, Adjama Fouri Bangoura, toutes ces dames qui ont combattu à travers la mobilisation sociale pour que d'abord on vote non et ensuite on dise qu'on préfère l'indépendance qui a été proclamée le 2 octobre. Politiquement, est-ce qu'on a mis en place un système politique qui permette d'inclure tout le monde, qu'il y ait une inclusion, que chaque partie de la Guinée puisse se reconnaître, qu'il y ait une pluralité? Parce qu'on a connu un parti unique, il faut le rappeler, sous le premier régime. Est-ce que le fait qu'il y ait un parti unique occasionnait l'alternance? Non. C'est pour cela qu'on a fait avec un seul homme 26 ans. C'est quoi fait 26 ans au pouvoir? Est-ce que c'est quoi a préparé la relève? Est-ce qu'il a pensé à après lui? Et une structure qui ne prépare pas l'alternance se désagrège dès après que la personne qui est à sa tête disparaît. Remarquez, que ce soit un parti politique, une organisation de la société civile, si vous ne préparez pas la relève, si en votre sein, il n'y a pas de pluralité, si vous ne partagez pas les expériences, dès que vous quittez, la structure s'effondre comme un château de cartes. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent. Quand Sékou est mort, vous avez vu ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de possibilité. Qui devait prendre le pouvoir? C'est su. Mais puisque c'est un homme qui était craint qui était là, cet homme qui est craint est parti, les militaires ont pris le pouvoir. Les militaires ont pris le pouvoir avec, à l'époque, le colonel Lansana Conté. Nous avons vu ce qui s'est passé. Il a ouvert le pays parce qu'il supposait que le pays vivait en autarcie, parce qu'il a pensé qu'il y a eu trop de restrictions, parce qu'il a pensé que les gens n'étaient pas suffisamment libres, parce que vous savez qu'à l'époque, avant la révolte des femmes de 1977, même le commerce, c'était interdit. Quand vous vendiez, par exemple, des chaussures, si vous voulez montrer à quelqu'un que vous vendez une chaussure, vous lui envoyez une paire. La deuxième paire, et une chaussure, je veux dire. La deuxième, vous allez trouver d'autres stratégies là-bas pour qu'ils puissent la récupérer. Parce que ça se faisait dans la clandestinité. C'est ainsi que, quand, avec la police économique, en 1977, les femmes se sont révoltées, elles ont dit non, on est fatigués. Et elles sont parties voir Sékou Touré. Les femmes ont joué un grand rôle dans le développement économique de la Guinée. D'abord lors des indépendances, ensuite dans tout le processus. C'est pour cela que je déplore dernièrement le mutisme des femmes, l'inaction des femmes par rapport à certaines situations. Les femmes ont, dans l'histoire, joué un grand rôle. Avant-hier, moi, j'ai modéré un panel avec les pionnières, avec les Hadja Aïchaba, avec Hadja Sarandaraba, avec Hadja Maria Masso. Quand on vous parle de leur histoire, c'est des dames qui ont fait quelque chose pour ce pays et qui l'ont étendu à l'échelle du continent et à l'échelle du monde, des actions palpables, concrètes. Donc je disais politiquement, qu'est-ce qu'on a fait pour que la Guinée ne puisse pas à chaque fois, après chaque pouvoir, s'effondrer? Rien n'a été fait de concret dans ce sens. On a fait la culture de la personnalité. À chaque fois que quelqu'un accède au pouvoir, il y a un clan qui est là, quelqu'un l'a déjà dit, qui fait ses éloges, qui dit si c'est pas toi, c'est toi. De toutes les façons, l'autre est resté au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi toi tu vas partir? Est-ce que c'est parce que tu es maudit ou pas? On a des hommes comme ça aussi en Guinée, qui ont la langue mielleuse, qui aiment faire les éloges, qui ne disent pas ce qu'il faut dire aux chefs d'État. Et malheureusement, nos chefs d'État aiment entendre ça. C'est là le drame. C'est là le drame parce que ce que je me dis, quand on dit non, c'est pas lui, c'est son entourage. Mais un leader, c'est pas n'importe qui. Un leader, c'est un homme qui fédère. C'est un homme qui écoute tout le monde, mais qui tire le plus important pour tous de ce qui a été dit. Si tu sais qu'on te dit non, il faut rester
tu es un grand leader, tu pourras mener la Guinée par-ci, par-là. Est-ce que si je reste, ça crée la cohésion? Est-ce que le fait de rester au pouvoir aidera la Guinée à aller de l'avant? Qu'est-ce que cela implique au plan économique, au plan politique, au plan social, au plan de l'image de la Guinée à l'international? C'est cela un homme, un grand homme, un leader, c'est celui qui peut tirer les... Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, moi je suis là de toutes les façons, j'en profite, si je meurs, c'est fini, je serai mort, tant pis pour la suite. Malheureusement, on n'a pas encore eu des hommes de poigne qui décident de se dire, je n'aime pas comparer la Guinée par exemple aux États-Unis, ils ont plus de 2 siècles d'indépendance, on n'a que 66 ans, mais des hommes comme un Joe Biden qui va se dire, je suis malade, je suis vieux, je ne peux pas continuer à gérer le pouvoir et donc je donne le pouvoir à ma vice-présidente. Je laisse la candidature, la succession à ma vice-présidente, qui plus est une dame. Des hommes comme qui, un Sonko, qui se dit, je ne peux pas être candidat à l'élection présidentielle, mais mon ami est là. Je le mets devant. Je ne serai pas président, mais il y aura une alternance en tout cas. Lui, il va être président, mais je serai à côté. Je jouerai ma partition. C'est une grandeur d'âme. Le moi, parfois, il est très mauvais. Il est très dangereux. Il est nocif. Être nombriliste, se dire que le monde tourne autour de soi, personne ne peut tout faire pour lui-même. Personne ne peut tout faire. Et on le dit souvent, une seule personne ne peut pas sauver le monde. C'est la chance qu'on n'a pas encore eu qu'il y ait des hommes qui se disent, je suis là jusqu'à présent. J'ai fait tel nombre d'années. Il faut que dans mon entourage, je puisse préparer l'alternance. En termes de politique, nous n'avons pas eu cette chance-là encore. C'est pour cela qu'on a perdu 26 ans. Tout n'était pas négatif sous Sékou Touré, parce que quand vous prenez sur le plan éducatif, il a prôné l'éducation de masse. Les gens étudiaient, et c'est que le frère disait, moi je me dis qu'il n'y a rien de négatif de prôner l'éducation de masse, de faire en sorte que les gens qui ne peuvent pas accéder, c'est ce que je voulais dire. En fait, il faut que nous ayons ces hommes qui décident que les choses peuvent marcher sans eux. On a perdu 26 ans, même si tout n'était pas négatif, parce que quand vous prenez le côté éducatif, est-ce qu'on a connu un meilleur système? Non. A-t-on connu un meilleur système? Sous Sékou Touré, sous le premier régime, vous avez des gens qui étudiaient jusqu'en 6e année, mais qui vous parlent un français limpide. Mon papa a étudié jusqu'en 4e année, mais quand il vous écrit, vous allez vous demander s'il a réellement étudié jusqu'en 4e année. Il vous écrit correctement, de façon lisible. Et il te parle le français, peut-être il n'est pas aussi parfait que ça. Mais là, il faut se dire que de ce côté, il y avait quelque chose de positif. Les usines, mon frère en parlait. Oui, cela existait. Même si de l'autre côté, il y avait la fuite des cerveaux, à cause de cette épée de Damoclès qui pesait sur la tête de Sékou Touré, finalement, il voyait tout le monde en ennemi. Et ce qui fait qu'il avait peur de tout ce qui avait du talent. Et c'est dans cela qu'on a perdu des sommités. On a perdu des intellectuels. On a perdu pratiquement l'élite. Parce qu'il y avait justement ces faux complots, les vrais et les faux complots. Il y avait de vrais complots. J'ai parlé avec des Guinéens qui m'ont avoué avoir participé à des complots de l'extérieur. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face. En tant que jeune, vous avez l'obligation de chercher, de connaître l'histoire de la Guinée. C'est votre histoire. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas son, comment on appelle, sa culture, qui ne connaît pas l'histoire de son pays, est un homme perdu. Vous devez connaître l'histoire de la Guinée. Vous devez savoir qu'il y a eu des gens qui ont comploté contre Sékou Touré et qu'il y a eu, par la même manière, des gens qui ont profité de ces complots-là pour créer de faux complots, pour tuer des personnes, pour faire des règlements de compte. Il y en a eu. Il y a eu des auteurs de complots et il y a eu des victimes
Des victimes de faux complots qui ont perdu la vie, qui avaient du talent, qui ont voulu rentrer au pays, travailler pour ce pays. Il a cité quelques-uns. Il a parlé de Diallo Telli. Quand vous prenez, il a parlé de Kamandjabi, il a parlé de Keita Fodeba. Quand vous lisez l'histoire de ces hommes-là, vous vous prenez la tête, vous vous dites, bon Dieu, pourquoi? Pourquoi? S'il n'y avait pas, par exemple, cette volonté de tuer, on aurait pu peut-être les garder en prison, n'est-ce pas? Si les droits de l'homme étaient à respecter à l'époque, on les juge dans les règles de l'art, ou bien même si on ne les juge pas dans les règles de l'art, on les met en détention, on ne les tue pas, on ne les élimine pas. Peut-être qu'après Sékou Touré, ils auraient encore continué à servir la Guinée, n'est-ce pas? Mais il y a cette page douloureuse de notre pays qui a malheureusement existé. Mais il faudrait qu'en tant que jeunes, qu'on comprenne que, par exemple, les Allemands ont connu ce qu'on appelle la guerre contre les Juifs, et qu'il y a des camps de concentration qui n'ont pas été détruits, qui sont devenus des lieux touristiques. Ils savent que c'est mal, mais puisque ça rapporte à l'Allemagne, ils n'ont pas détruit. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Le camp Boiro est où? Les cellules de ces gens-là, elles sont où? On a tout démoli. On a rasé. Il n'y a pas de mémoire. Il a dit, nous sommes un pays sans mémoire. Un pays doit avoir des repères, nous devons avoir notre mémoire. La mémoire serait de prendre les jeunes aujourd'hui. Vous allez payer là-bas, même si c'est 25 000 ou bien c'est 10 000, vous rentrez. Vous avez quelqu'un qui vous dit, voici la cellule de Diallo Telli, voici ce qu'il avait écrit. Il y en a qui avaient écrit de leur sang sur les murs. Ça, c'est l'histoire de la Guinée. Elle est douloureuse, mais il faut la connaître pour qu'on puisse se parler, se pardonner et aller de l'avant. C'est ce que les Rwandais ont fait. Un voisin qui a tué une dame est venu dire, qui a tué le mari d'une dame est venu s'asseoir et dire, c'est moi qui ai tué ton mari, pardonne-moi. Je reconnais. Il reste au service de la dame. Encore, ils sont là-bas, tout ce qu'elle veut, il fait. Il a reconnu. On est des humains, on n'est pas Dieu, seul Dieu est parfait. Quand nous commettons des crimes et que nous les reconnaissons, si à partir de là nous décidons de nous parler, il y a aujourd'hui des gens qui ont perdu leur père. Au camp Boiro. L'État n'est pas venu leur demander pardon, n'est-ce pas? C'est à l'État de le faire. C'est des crimes commis par l'État. Voilà pourquoi, par exemple, le procès du 28 septembre est quelque chose à saluer. Des crimes ont été commis par l'État. L'État, c'est la continuité. L'État a organisé un procès qui n'est pas encore à son terme, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dédommager les victimes. Même si les gens qui sont morts, on ne pourra jamais. Une vie humaine de perdue n'est jamais retrouvée. Mais organiser un procès, dire voici tel, tu as fait ci, tu as fait ça. Nous te donnons tel en guise de récompense, en guise de compensation pour les souffrances que tu as subies. Mais pas pour l'âme perdue. L'âme qui est perdue, on ne peut rien. Mais il faudrait qu'on accepte de se parler, de se dire que certaines parties sont douloureuses, mais tout n'est pas noir. On ne peut pas tout peindre en noir. Sous le premier régime, tout n'était pas noir, tout n'était pas bon non plus. Il faut accepter de se parler, de se dire la vérité. Sur le plan politique, ça n'a pas marché comme ça, sur des roulettes, comme cela se devait. Et donc, pratiquement, ce que le colon a voulu, il ne voulait pas l'indépendance, il ne voulait pas qu'on brille. Après, on est tombé dans le piège. Sékou Touré est tombé dans le piège de ce que la France voulait. Il a éliminé les hommes qui pouvaient l'aider à faire briller la Guinée. Et en 1984, après sa mort, Lansana Conté, dans sa volonté d'exercer ce qu'on appelle le libéralisme, le multipartisme politique, on peut dire que ça a été le libertinage politique et économique. C'était le laisser-aller, n'est-ce pas? Tout le monde est venu. On s'est lancé dans le commerce, chacun faisait ce qu'il voulait. Généralement, quand on parle de liberté, c'est pour aider les populations qui sont à la base, qui n'ont rien, à pouvoir bénéficier des richesses du pays. Mais est-ce qu'après cette ouverture, c'est vrai qu'il y avait plus de liberté, les Guinéens ne fuyaient plus, il y a eu le multipartisme, mais est-ce que pour autant, il y a eu l'alternance politique? Non. Malgré le fait que les textes le prônaient. Parce que quand on vous dit qu'en 1993, que c'est le professeur Alpha Condé qui avait gagné les élections,
Beaucoup de personnes le disent, ceux qui étaient à l'époque vraiment, qui ont vécu la situation. Mais est-ce qu'il y a eu pour autant l'alternance? Non, il n'y a pas eu d'alternance. Et les manifestations ont continué à être réprimées. C'est vrai que le camp Boiro a disparu, on a ouvert, les gens sont sortis, mais on a continué, n'est-ce pas, à persécuter les leaders politiques, à pourchasser des manifestants, des militants de partis politiques. Ce que certains partis politiques ont subi sous Alpha Condé, ces militants-là ont subi ça sous Lansana Conté. Vous comprenez? On est là. C'est le serpent qui se mord la queue, la Guinée. La situation que nous vivons, c'est un serpent qui se mord la queue. Nous ne tirons pas les leçons du passé pour aller de l'avant. Sur le plan politique, ça n'a pas marché. Parce qu'en 1984, ce qu'on a fait, le coup de Diarra Traoré, ce qui s'est passé par la suite, c'était une sorte de liquidation ethnique. Ce qui s'est passé. Il faut le reconnaître. C'est la vérité, c'est l'histoire de la Guinée. On a ciblé des gens, une communauté qui appartenait à Diarra Traoré, pour dire que c'est eux qui ne veulent pas de Lansana Conté au pouvoir. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on s'explique clairement, qu'on se parle, pour se dire que chez nous, tout le monde a subi. Toutes les communautés ont subi dans ce pays. Quand vous prenez le camp Boiro, ce n'est pas une seule ethnie qui a subi. Hein. Même s'il y a eu un complot appelé complot Peul. Mais ce n'est pas une seule ethnie qui a subi. Les gens qu'on a cités ici, les noms qu'on a cités ici, ce n'est pas une seule ethnie. Et tant qu'on ne sortira pas de cette manipulation, parce que c'est les politiques qui font ça, ils nous manipulent, on tombe dans le piège. Tant qu'on ne comprendra pas qu'une seule ethnie ne peut pas développer la Guinée et qu'une seule ethnie ne pourra pas élire quelqu'un en République de Guinée, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'on se dise la vérité. On a vécu cela et l'espoir c'était que Alpha Condé vienne changer les choses en 2010, n'est-ce pas? On a vécu ce qu'on a vécu en 2009, toujours parce que Lansana Conté n'avait pas pris les dispositions, il n'avait pas préparé la relève. Les militaires ont également pris le pouvoir après la mort de Lansana Conté. C'est un cercle vicieux. Alpha Condé qui devait sortir par la grande porte, quand moi je disais ça, ou bien quand nous disions ça dans les grandes gueules, il n'a pas droit à l'erreur. Nous disions que Alpha Condé n'avait pas le droit à l'erreur. Pourquoi moi je voyais un grand homme qui allait sortir par la grande porte, qui allait faire comme les Alpha Omar Konaré, qui allait faire comme le président sénégalais Abdou Diouf, qui allait faire comme d'autres personnes qui ont dit « j'exerce le pouvoir pendant le temps qu'il faut, je m'en vais », même si c'est sous l'effet de la pression, quelquevois, au Sénégal. Il faudrait qu'à un moment donné, que nous ayons des hommes, il allait être accueilli partout dans le monde. Vous voyez Abdou Diouf, il a été à la tête de la francophonie, si je ne m'abuse. Il y a des institutions internationales qui vont vous accueillir, qui vont vous citer un exemple. Vous avez vu Mandela, dans mon dernier voyage, lors de mon dernier voyage, le mois passé aux États-Unis, il y a une salle à l'USAID. Une salle réservée à Mandela. Vous avez sa photo, vous avez ses citations un peu partout, Nelson Mandela. C'est aux États-Unis, hein, ce n'est pas en Afrique du Sud. Ce n'est pas en Afrique du Sud, c'est aux États-Unis. Il est devenu une icône. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit c'est moi. Il a fait un mandat, il est parti. Après 27 ans passés en prison, il s'est dit, l'Afrique du Sud, ce n'est pas moi. L'Afrique du Sud a d'autres fils qui peuvent aussi exercer le pouvoir. Il faut qu'on en arrive là. Tant qu'on ne va pas en arriver là, nous avancerons en reculant, nous commettons les mêmes erreurs. Alpha Condé aurait pu organiser les élections. Il y a tellement de jeunes cadres au RPG. Au RPG, ne serait-ce que... Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, ne serait-ce qu'au RPG. Tu te dis, oui, bon, moi, je m'en vais, mais je donne au parti. Ne serait-ce que pour qu'il y ait l'alternance, qu'ils ne disent pas que c'est lui. Mais il n'y avait personne au RPG, ni à l'UFDG, ni à l'UFR, ni au PDN. Aucune formation politique, toutes ces personnes-là n'étaient pas suffisamment grandes pour prendre la relève après Alpha Condé. Il fallait que lui-même, à son âge, puisse faire un putsch constitutionnel pour organiser un troisième mandat.
et nous ramener au 5 septembre 2021. On est retombé en 2009, on est retombé en 84, ce qu'on a vécu. En fait, c'est un recul. Total recul. La Guinée n'en avait pas besoin. Sur le plan politique, c'est un échec. Là, la situation que nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude. La Guinée vit l'incertitude, le désespoir des jeunes. J'ai vu des jeunes aux États-Unis qui avaient de l'avenir ici, qui ont payé plus de 150 millions de francs guinéens pour traverser, partir, parce qu'ils ont peur. Parce qu'il y en a qui ont perdu leurs frères ici, pendant des manifestations, qui se sont dit qu'ils ne peuvent pas rester parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ont choisi de partir. Avant, je jugeais les gens. Je dis, mais pourquoi vous partez? Mais quand ils ont fermé les médias, je me suis retrouvée au chômage. Je dis, mais attends. Le chômage, la persécution. Quand vous partez demander de l'emploi, on dit non, c'est eux. Non, c'est eux. On te stigmatise dans ton propre pays. Si tu as l'opportunité de partir, vas-tu le faire ou pas? Je pense qu'il faut qu'on permette à la jeunesse d'avoir le choix dans ce pays-là. Parfois, je réfléchis, je me dis, partir ou rester. Mais la situation dans laquelle nous vivons ne donne pas espoir. Faut-il pour autant abandonner? Non. Non. Nous ne devons pas abandonner. Si tout le monde s'en va, notre pays ne grandira jamais. Ça veut dire qu'on reviendra à la case départ. L'élite qui fuyait, tout le monde va fuir, la fuite des cerveaux, tout le monde va partir. Qui va développer la Guinée? Qui va être le contre-pouvoir? C'est difficile aujourd'hui qu'il y ait persécution, qu'on arrête des personnes, que des personnes disparaissent. Tout le monde a peur. Elle a dit tout à l'heure. Elle-même, elle a peur. Tout le monde a peur. Mais il faut pourtant rester. Il faut pourtant parler. Il faut pourtant dénoncer ce qui se passe, même si on n'a pas quelquefois un endroit où dénoncer. Mais même ce genre de plateau, c'est une façon de s'exprimer. Il faut continuer à le faire. C'est pour cela que je félicite cette organisation. Sur le plan économique, on est un pays extrêmement riche. Richesse naturelle, vous le savez, première réserve mondiale de fer, n'est-ce pas? Exportateur de bauxite, on est premier ou deuxième? Deuxième. On a toutes les richesses. On a l'or, on a le diamant, on a tout. Même quand tu sèmes une graine sur ton balcon là-bas, elle pousse, ça va germer. Ce pays est riche. Et nous avons des jeunes, pour vous dire que sur le plan économique, c'est possible de développer la Guinée. Vous avez des gens qui se disent, bon, puisque ça ne va pas à Conakry, moi je rentre. Il y a des gens qui ont décidé de rentrer travailler. Et vous savez que ça a marché. Vous avez le choix. Je ne juge pas ceux qui partent. Mais si vous pensez que j'ai essayé tel domaine, j'ai fait de la prospection, ça ne marche pas, essayez un autre. Chacun peut jouer sa partition pour la Guinée. Aujourd'hui, si je ne peux pas faire de la critique politique, je peux faire je suis activiste féministe. Je peux jouer ma partition, je peux aider des personnes qui sont victimes de violences. Je peux prendre une petite fille qui a été violée, l'accompagner dans tout le processus. Je jouerai ma partition, quel que soit le domaine. On a fermé les médias, mais j'ai été reconnue au plan international. On a fermé les médias, mais Lamine a reçu un prix du côté de Nairobi, n'est-ce pas? Vous l'avez vu? Ils ont fermé les médias. Mais nos journalistes sont en train d'être reconnus un peu partout dans le monde. Aucune main ne peut cacher le soleil. C'est Dieu qui a fait ça. Jouez votre partition. Il ne faut pas faire de l'animosité en fait. Moi, je ne déteste personne. La preuve est que la semaine de l'indépendance, avant-hier, on m'a invité, on m'a dit nous avons un panel, nous voudrions que vous le modériez. Ça veut dire qu'on reconnaît ce que je peux faire pour la Guinée. Je suis partie. Avec les pionnières, j'ai modéré le panel.
Je n'en veux à personne. J'ai rencontré des personnes qui sont des actrices de la fermeture des médias. Je les ai saluées. On a sympathisé, puis c'est fini. Mais ils ne peuvent pas barrer la route à ce que Dieu veut. Ça va s'exécuter. Faites juste votre rôle pour la Guinée. Et l'histoire le retiendra. J'aime le dire, chacun a le droit d'écrire une page dans l'histoire de la Guinée. Vous êtes jeune, vous pouvez écrire une belle page de l'histoire. Il y a plusieurs façons de rentrer dans l'histoire. Vous avez le choix de rentrer de la plus belle des manières ou de la plus mauvaise des manières. Malgré toutes ces richesses que nous avons aujourd'hui, qu'on n'a pas réussi à valoriser, il l'a dit, nous avons l'eau courante aujourd'hui parce qu'il y a un bateau quelque part, alors qu'on est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, entre guillemets. On n'a pas pu valoriser l'hydraulique. Et on n'a pas que de l'eau, hein, on a du soleil. On a le vent, on peut développer le solaire, on peut développer l'éolienne. La nature nous a dotés de tout. Mais en fait, au lieu de valoriser notre pays, nous partons beaucoup plus vers la destruction. La destruction, c'est quoi, par exemple? Aujourd'hui, on est en train de détruire l'environnement. Parce que quand vous exploitez les mines, vous ne faites pas, par exemple, ce qu'il faut pour ne pas détruire l'environnement. Vous ne reboisez pas. Vous tuez, par exemple, les agents, les paysans qui sont là, qui veulent, eux, évoluer dans le domaine de l'agriculture. Ils ne pourront plus faire l'agriculture. Pourtant, tout le monde ne veut pas être minier. Il y en a qui veulent être dans le domaine de l'agriculture. Il y en a qui veulent être dans le domaine de l'élevage. Mais nous n'avons pas eu la chance d'avoir des politiques fortes, des stratégies fortes qui permettent de cumuler les deux. Vous pouvez développer le secteur minier, mais peut-être mettre en avant l'agriculture parce que notre pays a des zones arabes, a des zones rizicoles, mais de façon interminable en République de Guinée. Donc, sur le plan économique, encore un chemin à faire. Même si on suppose qu'avec Simandou, la Guinée va se développer. Mais depuis 60 ans, 66 ans, on est en train d'exploiter la bauxite. Est-ce que la Guinée s'est développée? Je ne veux pas jouer aux oiseaux de mauvais augure. C'est possible de le faire quand il y a des politiques fortes, des stratégies fortes pour le faire. Mais nous avons un système qui est là, où les gens travaillent beaucoup plus pour eux, où les gens travaillent beaucoup plus pour leurs poches, pour leurs proches. Le népotisme. Le fait de prendre de l'argent et mettre dans son propre compte bancaire, au lieu de faire en sorte que les ristournes, les taxes qui sont payées par ces organisations qui sont venues exploiter nos mines, au lieu de développer nos routes, de développer notre pays, parce qu'on l'a dit, nous allons tout faire. Si nous n'avons pas de route, le pays ne se développera pas. Là, ce sont les routes qui mènent au développement. Pour arriver ici, je suppose que certains ont galéré comme moi. Il n'y a pas de passage. Pourtant, ils vont nous présenter les infrastructures, les réalisations du CNRD. Il y a eu des réalisations, il ne faut pas se voiler la face. Des projets qui ont été montés par Alpha Condé, dont les financements étaient acquis. Il faut saluer l'exécution parce qu'Alpha Condé aussi pouvait réaliser ça, mais il a traîné les pas, il est parti. Maintenant, les autres sont en train de surfer sur ce que lui, il a laissé. Mais ça ne suffit pas parce que les choses ont été si mal organisées dans ce pays que vous pouvez voir un petit trou, il l'observe. Il l'observe grandir jusqu'à ce que la route se coupe. Il est du département de la culture. Il sait, par exemple, ils vont faire la saison touristique du côté de Dalaba. Pour ceux qui sont partis récemment à l'intérieur du pays, à partir de Mamou, Dalaba, devant là, vous ne pouvez pas partir. Comment voulez-vous appeler un touriste à partir visiter une zone touristique où il n'y a pas de passage? C'est la route qui mène au développement. Les routes mènent au développement. Si vous créez une route jusqu'au fin fond d'un village, les gens vont quitter les États-Unis pour aller passer la fête dans ce village là-bas. Ils vont ramener des richesses, ils vont y investir et le pays va se développer. Sur le plan économique, on n'a pas de stratégie forte qui permette de valoriser nos richesses. Plutôt, les gens qui n'ont pas de ressources, ils quittent leur pays, ils viennent, ils prennent nos richesses, ils envoient, ils valorisent chez eux là-bas. Depuis 66 ans, on n'a pas une usine d'aluminium.
de transformation de notre bauxite en aluminium. Pourquoi on ne le fait pas dans notre pays? Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Que l'aluminium se fasse chez nous ici. Les gens, ils viennent, ils prennent, ils vont, ils transforment chez eux. Parce que c'est ça la vraie valeur. Et nos chefs, nos fils, les fils de ce pays sont en fait, ils jouent le jeu. Parce qu'eux, ils s'enrichissent. Ils sont complices de la situation de pauvreté dans laquelle périssent les Guinéens. Le problème de la Guinée, c'est les Guinéens, les ressources humaines. En Guinée, tant que quelqu'un n'est pas au pouvoir, moi qui parle là, tant que je ne suis pas arrivé quelque part là, dans un poste de responsabilité, je fais mes preuves, il ne faut pas avoir confiance en moi. Parce que ici, je ne suis pas au pouvoir, mais on a vu des gens qui dénonçaient avant, qui sont parvenus, qui sont arrivés là-bas. On a vu ce que ça fait. On a un véritable problème. Il y a un système qui a réussi à gangréner et à s'attaquer à tout le monde. Et sur le plan social, vous avez vu ce que ça fait. La politique a réussi à nous diviser. À nous diviser, pourquoi? Parce qu'il l'a dit, l'analphabétisme, le manque d'éducation citoyenne, le manque d'amour entre nous. Il faut qu'on s'aime. Si on ne s'aime pas, regardez comment ça se passe dans la circulation ici. Dans la circulation, en fait, je prends des exemples concrets pour que nous puissions nous dire que c'est nous qui devons changer les choses. Moi, je critique le président là-bas, ou le ministre de l'assainissement, ou est-ce que ça existe? Ceux qui sont chargés de la salubrité, par exemple. Qu'est-ce que je fais pour rendre la ville propre? Moi qui m'assois dans ma voiture, je mange une banane, après je jette ça sur la route. Est-ce que je joue ma partition? Ça doit commencer par nous. Si nous sommes exigeants envers nous-mêmes, nous pourrons être exigeants envers nos dirigeants. Mais si nous ne sommes pas exigeants, nous on se dit non, c'est la Guinée. Il y a des gens, tu parles avec eux, ils disent, tu ne sais pas que c'est la Guinée ici. Si nous-mêmes, on banalise notre pays, si nous-mêmes, nous ne valorisons pas notre pays, si nous-mêmes, quelqu'un nous dit, un policier nous arrête là-bas, il nous dit, on montre tous nos papiers après, il nous dit, Sende, Yesare. On donne Yesare parce qu'il a mis la pression. Nous sommes acteurs de la corruption. Les policiers, quand tu m'arrêtes, je m'arrête, je te donne les papiers. Après, si tu dis quelque chose derrière, c'est foutu. Si tu veux me demander, demande-moi. Je veux ça. Je te donne parce que je connais les conditions de vie. Si j'en ai. Mais tu ne peux pas m'effrayer parce que je suis dans mon pays, je connais les lois du pays et je fais en sorte d'être en règle pour ne pas que tu m'effraies dans mon pays. Quand tu m'arrêtes, je m'arrête tout de suite. Dès que c'est injuste, je te dis que tu n'as pas le droit de le faire. Et ça aussi, il faut connaître les lois de la République. Il faut s'armer. Il ne faut pas que quelqu'un vous effraie dans votre pays. Soyez juste avec les lois de la République. Soyez un citoyen normal, ayez votre pièce d'identité, ayez tout ce qu'il faut. Si vous avez une moto, cherchez les pièces. Si vous avez une voiture, cherchez les documents. Quelqu'un vous arrête, vous allez faire le débat. Quand il sera fatigué, il va vous laisser passer. Mais il ne faut jamais se laisser effrayer dans son propre pays. Si on t'effraie ici, quand tu vas aller là-bas, ils vont t'arrêter. Il faudrait que nous-mêmes, nous soyons acteurs du changement. Mais ils ont réussi à diviser les gens. De sorte que quand quelque chose se passe quelque part, vous entendez un groupe dire non, c'est eux. C'est encore eux. Sortons de ça. Développons la Guinée. Parlons d'une seule voix pour que ce pays puisse aller de l'avant. C'est possible parce que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Avec 5 millions. Il y en a qui partent avec 1 million. Vous avez un jeune qui part avec 500 000. Vous avez des jeunes qui partent, les scieurs. Ils viennent, ils n'ont rien. Ils commencent par ça. Ils viennent à une table. Ils arrivent à une boutique. Ils ouvrent de grands magasins à Madina. Ça a existé ou pas? Vous avez des jeunes qui ont fui Conakry, qui sont partis à l'intérieur. Ils n'avaient pas de terrain là-bas, de domaine agricole. Ils sont partis parler aux doyens. S'il vous plaît, permettez que je cultive ici. Ils sont devenus des milliardaires. Il y en a ici. Ça existe. Ils n'avaient pas grand-chose. L'esprit d'initiative. Il faut se dire que je peux le faire, je peux y arriver. C'est quelquefois difficile avec la situation qui s'y passe, mais c'est juste une question de courage
une volonté de se dire que je peux jouer ma partition et sortir l'idée de la division ethnique. La division ethnique ne nous mènera nulle part. Vous connaissez, hein, vous savez là où ça va nous mener. Vous tous, vous savez là où ça va nous mener. Et je ne souhaite pas ça pour la Guinée. Il faudrait que la jeunesse le comprenne.